Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va continuer d'explorer la notion de groupe et les propriétés de base de ces objets. Je vais commencer par enrichir un petit peu le vocabulaire qu'on avait introduit dans la leçon précédente. Donc, on avait parlé de groupes de permutation, alors voici la notion très simple de sous-groupe. Quand vous avez deux groupes et que l'un est inclus dans l'autre, on va dire que H, dans ce cas-là, est un sous-groupe de G. Ensuite, la notion d'ordre, le nombre de permutations contenues dans un groupe donné, on va appeler ça l'ordre de G. La commande gap, pour faire le calcul, ça va être order. Je vais vous donner une série d'exemples les plus immédiats. Alors ça ne vous aura pas échappé qu'on avait déjà parlé de l'ordre, mais c'était l'ordre d'une permutation individuelle. Et là, on parle de l'ordre d'un groupe. Alors le premier exemple, ça va être celui d'un groupe cyclique engendré par une permutation A d'ordre K. On avait fait cette observation qu'il y a exactement K éléments dans le groupe, qui sont ceux-ci. Et donc, dans ce cas-là, l'ordre de groupe, c'est tout simplement l'ordre de la permutation. Mais notez bien que la notion d'ordre d'un groupe est plus générale que celle d'ordre d'une permutation. Alors ensuite, pour illustrer la notion de sous-groupe, eh bien, tous les groupes de permutations qu'on a considérés jusqu'à présent sont en fait des sous-groupes du groupe symétrique Sn pour un certain n. C'est une conséquence des définitions. Et un autre exemple un peu du même genre, c'est que tous les groupes vont contenir le sous-groupe trivial réduit à l'identité, puisqu'on a observé que l'identité était présente dans tous les groupes de permutations. Tous les groupes de permutations qu'on va considérer sont donc intermédiaires entre le groupe trivial et le groupe symétrique. On va exploiter ça tout de suite avec gap pour explorer un petit peu le nombre de groupes qui existent. On va donc commencer par construire le groupe symétrique et on va commencer par celui de rang 3. Et ensuite, on va faire le groupe trivial qui s'écrit donc en gap comme le groupe engendré par la permutation identité. Et puis on va demander à gap de faire la liste de tous les groupes qui sont intermédiaires entre ces deux-là. La commande en gap s'appelle intermediate subgroups. Si on exécute avec Shift Entrée, on obtient alors cette réponse un petit peu compliquée de gap. La raison en est qu'elle n'est pas une simple liste ici, c'est une structure plus compliquée qui s'appelle un enregistrement. Donc ce n'est pas le but aujourd'hui de vous expliquer les subtilités de cette structure-là. Donc vous voyez qu'il y a deux types d'informations contenues dedans. Il y a les inclusions et les sous-groupes. On vous laisse deviner ce que signifient les inclusions. On veut juste récupérer les sous-groupes et pour faire ça, on ajoute juste point sous-groupe à la fin de la ligne, donc de la manière suivante. Voilà, on a cette liste de 4 sous-groupes que Gap a fait pour nous. Donc vous voyez qu'ils sont ici et à chaque fois, c'est des groupes cycliques. Gap les écrit groupe et puis une liste avec une seule permutation. Gap a exclu le groupe trivial lui-même et S lui-même, mais il a listé tous les autres et ils sont tous cycliques. Si je veux récupérer l'un de ces groupes et demander des informations dessus à Gap, la syntaxe pour faire ça, c'est de demander de prendre L crochet 1, ça veut dire le premier élément de la liste, par exemple, si je veux le premier. Voilà. Et puis, je peux demander à Gap de me donner la description du groupe, donc par exemple avec la commande structure description que vous connaissez. Voilà, et il m'indique qu'il était bien cyclique et celui-là est d'ordre 2. Alors maintenant, on va continuer avec le groupe symétrique suivant, on va passer de S3 à S4. Et voilà, on a cette réponse qui est bien plus longue, bien plus compliquée. Alors vous voyez qu'il y a un très grand nombre de groupes. Et puis ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'ils ne sont pas tous cycliques. Il y en a certains que Gap note groupe avec une liste et puis avec deux permutations dedans. Donc c'est l'objet de la leçon suivante que de vous expliquer ce que ça signifie. Donc je ne vais pas en parler plus, mais vous pouvez déjà noter que les groupes ne sont pas tous cycliques. Et d'ailleurs, on avait vu dans la leçon précédente un exemple de groupe qui n'est pas cyclique. Alors cette liste est un petit peu longue. On peut demander à Gap combien il y a d'éléments dedans. Donc on peut utiliser la commande length pour voir combien il y avait de sous-groupes dans ce cas-là. Et il y en a 28. Donc ça a déjà bien augmenté. On est passé de 4 à 28. Si j'essaye maintenant S5, voilà, alors les groupes, il y en a 154, donc ça augmente assez vite. Donc à partir de maintenant, je vais mettre un double point-virgule sur la ligne avec le L pour que la liste ne s'affiche pas et qu'on voit juste le nombre d'éléments dans L. On met un point-virgule ici et on peut passer à S6. Voilà, donc il y a presque 1500 groupes, ça augmente énormément. Si on essayait d'aller plus loin avec la même commande Intermediate Subgroups, ça prendrait beaucoup trop longtemps.
Vous pouvez essayer chez vous si ça vous amuse. Vous verrez que gap mettrait plusieurs minutes déjà pour lister les sous-groupes de S7. On va donc maintenant exploiter le fait qu'il y a d'autres commandes en gap qui permettent d'explorer les sous-groupes d'un groupe donné et qui présentent les informations de manière différente. Là, on va utiliser la suivante qui va être lattice subgroups, qui est une commande qui s'exécute très rapidement et qui va donner essentiellement juste le nombre de sous-groupes sans dire rien de plus. On exécute ça et on obtient très rapidement le même résultat. Vous voyez qu'on est passé de 1453 à 1455 parce que cette commande-là, elle inclut S lui-même et le groupe trivial. Mais la réponse est beaucoup plus rapide. Et puis on peut maintenant monter encore un petit peu plus haut. Donc je vais essayer S7 et S8. Donc vous voyez, plus de 11 000 groupes dans le cas de S7, ça augmente vraiment très vite. Et puis on va voir, pour s'amuser un petit peu, combien il y en a pour S8. Voilà, plus de 150 000 groupes, donc vous voyez que ces choses-là augmentent très rapidement. On va faire une deuxième observation. On va encore appeler L la liste de tous les sous-groupes intermédiaires entre le groupe symétrique de degré 3, que j'ai appelé G ici, et le groupe trivial. On va demander d'afficher l'ordre de G. Nous savons déjà que l'ordre de S3, c'est factoriel 3, donc 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. C'est bien ce que gap nous répond. Puis on va s'amuser à calculer l'ordre de tous les sous-groupes intermédiaires, en fait, de tous les éléments de la liste L. Donc pour cela, on utilise une commande qui crée une nouvelle liste à partir d'une ancienne liste. Cette commande, elle s'appelle liste elle-même, donc et elle est évaluée en notre liste L. Et on lui demande d'associer à chaque élément H de cette liste l'ordre de H. Voici donc la liste des ordres des sous-groupes intermédiaires dans L. Je vous laisse vérifier que le seul sous-groupe d'ordre 1 de G est en fait le sous-groupe trivial, de même que le seul sous-groupe d'ordre 6 de G, c'est G lui-même. Comme intermediate subgroups ne prend pas en compte ni le sous-groupe trivial ni G dans notre syntaxe, ça veut dire que ce n'est pas surprenant qu'il n'y a ni 1 ni 6 dans cette liste d'ordre. Par contre, le fait qu'il n'y a ni 4 ni 5 est déjà plus mystérieux. Regardons ce qui se passe pour le groupe symétrique suivant, c'est-à-dire S4. Nous savons que l'ordre, ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc 24. Voici la liste des ordres des sous-groupes. On remarque qu'elle s'arrête à 12, donc il n'y a pas de sous-groupe d'ordre 13, 14, etc. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que tous les chiffres qui apparaissent ici, 2, 3, 4, 6, 8 et 12, ce sont des nombres qui divisent 24, donc l'ordre de G. On n'a qu'à afficher la liste qui, à chaque élément de L, associe ordre de G divisé par ordre de H. Et comme dit, la liste de ces quotients fait encore une liste de nombres entiers. Regardons si ça continue à être vrai pour le groupe symétrique suivant, S5. Encore une fois, l'ordre de H pour tout sous-groupe H divise l'ordre de G. Ensuite, pour le groupe symétrique de degré 6, on va avoir une liste qui est très longue, mais on observe quand même du premier coup d'œil qu'il n'y a aucun chiffre à virgule dans cette liste. Donc les quotients ordre de G divisé par ordre de H sont toujours des entiers. Donc l'ordre de H divise toujours l'ordre de G. Notre petite observation est en fait vraie en toute généralité, c'est ce qu'on appelle le théorème de Lagrange, qui dit que si vous avez un groupe de permutation G et un sous-groupe H, alors l'ordre de H va diviser l'ordre de G. Et la démonstration de ce théorème va occuper le reste de cette leçon. Le bon concept pour cette démonstration, c'est celui des classes à droite. Donc si vous avez un sous-groupe H de G et un élément A de G, alors l'ensemble H fois A, qui est en fait une abréviation pour petit h fois A ou petit h est pris dans grand H, est appelé une classe à droite de H.
En gap, on a cette commande-ci, ou tout simplement h fois a avec la multiplication avec l'astérisque comme d'habitude en gap. Ensuite, on va s'intéresser aussi à l'ensemble de toutes les classes à droite de h dans G. Donc, c'est-à-dire, cette fois-ci, on fait varier a dans G. On note cet ensemble h anti-slash G, donc ça veut dire plus ou moins le quotient de G par h, sauf qu'on met le h à gauche pour se souvenir qu'on est en train de regarder les produits de la forme h fois a. En gap, c'est la même commande avec un S pluriel à cos7. On va faire quelques essais avec les classes à droite. Donc commençons par construire le groupe symétrique de degré 4. Et comme sous-groupe, on va prendre H, le groupe engendré, par une permutation la plus simple possible. Par exemple, on va prendre 1, 2. Et on va maintenant demander à Gap de former la liste de toutes les classes à droite de H dans G. Alors là, si on demandait à Gap à ce stade d'afficher L, il n'aurait pas grand-chose à nous dire. Il faut extraire l'information un peu soi-même. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre toutes les classes à droite une à une en faisant une boucle for. Donc on va prendre pour chaque classe qu'on va appeler C1 dans la liste L. On fait une boucle for, donc on va mettre un do et un odd tout de suite pour ne pas oublier de fermer la boucle. Et alors chaque classe C1, on va la comparer à toutes les autres classes. Donc on va faire une deuxième boucle dans la première boucle, on va faire une deuxième boucle for dans la première. Donc on va faire pour chaque classe C2 prise dans la même liste. Et on n'oublie pas de tout de suite fermer le do. Voilà. Alors pour comparer C1 et C2, on va faire une chose pas très compliquée. On va juste demander à Gap de déterminer l'intersection entre les deux. Donc ça se fait avec la commande intersection. Intersection de C1 et de C2. Et puis on va demander à Gap la taille de cette intersection. Donc compter le nombre d'éléments dedans avec la commande size. Voilà, on va mettre tout ça au sein d'une commande print avec un petit espace pour séparer les résultats. Et puis on va insérer quelques retours à la ligne pour que ça soit plus lisible. Alors exécutons tout ça et regardons un petit peu ce qui se passe. On obtient ce tableau de nombres et vous voyez qu'il y a énormément de zéros dans le tableau. Donc à part sur la diagonale où on voit des 2, tous les autres nombres dans ce tableau sont tous 0. Alors quand l'intersection entre C1 et C2 est de taille 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément qui appartient à la fois à C1 et à C2. Et en fait, sur une ligne donnée, mettons par exemple sur la première, on voit que toutes les intersections sont vides à part une seule. Et celle qui est non vide, évidemment, chaque fois, c'est l'intersection de la classe avec elle-même, c'est de C1 avec C1. L'intersection de C1 avec lui-même, ça fait encore C1 qui a 2 éléments dedans, donc c'est pour ça qu'il y a ces 2 qui sont sur la diagonale. Mais par contre, toutes les autres sont vides. Essayons de comprendre un peu ce qui vient de se passer. Donc prenons 2 classes à droite, disons HA et HB, et imaginons qu'on ait un élément qui appartienne aux 2 petits x. Essayons de voir ce qu'on peut dire, on va faire des calculs le plus simple possible, et on commence par revenir à la définition. Donc cet élément x, comme il est dans HA, il peut s'écrire H1 fois A avec H1 dans H, et comme il est dans HB, il peut s'écrire H2 fois B avec H2 dans H. Alors si j'essaye de simplifier par H2, c'est-à-dire en fait de multiplier par H2 moins 1, j'obtiens cette expression pour B, et cette chose ici, H2 inverse fois H1, c'est en fait un élément de H, puisque H est un groupe. Donc le produit d'éléments dans un groupe reste dans le groupe, le passage à l'inverse, ça ne nous sort pas du groupe. Donc B s'écrit quelque chose dans H fois A. Et alors si je poursuis dans la même direction, je peux même prendre H fois B avec n'importe quel petit h, j'obtiens que H fois B, c'est cette grosse expression fois A. Mais cette expression elle-même, c'est encore un élément de H, pour les mêmes raisons, c'est un produit d'éléments qui sont tous dans H. Du coup, qu'est-ce qu'on vient de réaliser? C'est que tous les éléments de la forme petit h fois b sont en fait dans la classe HA, donc toute la classe HB est inclue dans la classe HA. Et évidemment, ce raisonnement-là, il est symétrique en A et B, je peux inverser complètement les choses, et par symétrie, je montre également que la classe H fois A est incluse dans la classe HB, et finalement que ces deux classes sont égales. Donc sous l'hypothèse qu'il y avait un élément qui appartenait aux deux classes, on montre qu'en fait, ce sont les mêmes. Ça, c'est exactement la contraposée de l'énoncé que je vais écrire maintenant, et qui est celui qu'on avait observé avec Gap,
qui est que si on prend deux classes et qu'elles ne sont pas égales, alors elles ne pouvaient pas avoir le moindre élément qui appartenait aux deux. En fait, si je représente les éléments de mon groupe comme des points, comme ici, ce que nous avons fait en considérant les classes à droite de G, c'est de regrouper ces points par paquet. Et nous avons vu que si deux paquets ne sont pas identiques, eh bien, ils ne contiennent aucun point en commun. On va maintenant pouvoir faire la démonstration du théorème de Lagrange. Si on appelle H1 jusqu'à HAN toutes les classes à droite différentes de H dans G, on vérifie facilement que chacune de ces classes à droite contient précisément ordre de H éléments. De plus, chaque élément A de G appartient à une classe parmi ceux-là. La raison est la suivante. Comme H est un sous-groupe de G, l'identité fait partie de H, donc A appartient au moins à la classe à droite H fois A. Et cela est donc égal à l'une des HA1 jusqu'à HAN. Donc au final, tout élément de G appartient à une classe et une seule, et chacune de ces classes a le même nombre d'éléments. Donc au total, le nombre d'éléments de G est précisément n fois ordre de H. Et nous avons fini la démonstration. Et d'ailleurs, ce nombre n, qui se calcule donc comme ordre de G divisé par ordre de H, est appelé l'indice de H dans G, et dans CAP, on peut le calculer avec la commande index GH.